Dans ce second paragraphe, nous allons énoncer le second principe et le troisième principe d'ailleurs, créer les fonctions S et G qui seront des fonctions caractéristiques de l'évolution spontanée d'un système. Commençons cette partie par l'introduction d'une nouvelle fonction qui s'appelle l'entropie S et que nous allons introduire en étudiant un système isolé. Prenons une expérience. Les expériences montrent spontanément que tout système évolue isolé, évolue spontanément vers un état de désordre plus élevé. Pensez tout simplement à l'état de votre bureau. Imaginez que vous l'ayez rangé parfaitement le dimanche soir avant de démarrer votre semaine. Vous savez pertinemment que dès le mardi soir, votre bureau sera dans un désordre extrême sans que vous en soyez rendu compte. Eh bien, ce phénomène que vous rencontrez chez vous, eh bien, il y a la même chose pour tous les systèmes. En clair, tout système va évoluer vers un état de plus grand désordre. On peut dire aussi que la probabilité d'existence de l'état désordonné est bien plus grande que la probabilité d'existence de l'état parfaitement ordonné. Votre bureau va exister parfaitement rangé dans un état que vous qualifierez d'unique, où tout est à sa place, les stylos rangés dans l'ordre parallèlement, tous les cours triés dans l'ordre chronologique, etc. Cet état va exister une fois dans la semaine, voire une fois dans l'année. Par contre, l'état de désordre, il en existe de multiples et statistiquement, ils auront une probabilité d'existence beaucoup plus élevée. Eh bien, par analogie, pour tous les systèmes, c'est exactement la même chose. Pensons à un cristal chimique, un cristal parfaitement ordonné, par exemple un cristal métallique, ce serait tous les atomes sans le moindre mouvement, situé strictement au nœud du réseau tel que vous l'avez dessiné en classe, et dont aucun ne bouge, dont aucun ne vibre, sans le moindre défaut dans le cristal. Et un monocristal. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, tous les atomes vibrent autour de leur position. Ensuite, au moment où le cristal s'est formé, il y a tout un tas d'imperfections dans le réseau, des atomes ne sont pas à leur place. Et puis, vous avez des grains à coller les uns aux autres dans des structures totalement aléatoires. Donc, en clair, spontanément, un état solide n'est pas un état solide parfait tel que votre bureau parfaitement rangé. Et spontanément, ces cristaux ont tendance à se former avec un peu plus de désordre. Si vous chauffez un peu, eh bien, les cristaux vont carrément se détruire, les atomes vont se disloquer les uns par rapport aux autres, vous allez obtenir un liquide, et alors dans un liquide, c'est un désordre le plus parfait. Chaque atome va absolument où il veut. Bref, un système va évoluer spontanément vers un état de plus grande probabilité d'existence, vers un état de plus grand désordre. Ça, c'est le résultat de l'expérience, et l'on postule ce résultat d'expérience comme une vérité systématique. Ça, c'est le second principe. Donc on pose comme un principe que tout système isolé évolue toujours vers un état de plus grand désordre et donc de plus grande probabilité d'existence. Donc, on va essayer de modéliser ça mathématiquement, et pour modéliser ça mathématiquement, il va nous falloir une fonction qui varie comme le désordre ou la probabilité d'existence. Et donc, si nous partons d'un état isolé, il faut que le niveau de cette fonction soit plus bas à l'état de moindre désordre et que l'évolution se fasse spontanément vers un état de plus grande valeur de la fonction que nous devons créer. Cette fonction que nous allons créer, ça s'appellera l'entropie et il faudra donc qu'elle augmente pour une évolution spontanée d'un système isolé, de même que l'état de désordre et la probabilité augmentent pour une évolution spontanée d'un système. On pose donc que l'on va créer une fonction nommée entropie, dont la variation sera toujours positive pour une évolution spontanée. C'est le second principe dans sa version mathématique. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître. Si elle ne peut que croître, c'est qu'il existe une valeur minimale à partir de laquelle elle va augmenter. C'est l'état ordonné parfait, tel que je vous le décrivais dans le cristal d'un atome métallique, dont tous les atomes seraient parfaitement figés dans les positions parfaitement définies du nœud d'un réseau macroscopique. Il n'existe qu'une seule solution
pour dessiner ce solide et pour représenter ce solide, c'est celui que vous avez dessiné sur votre feuille quand vous avez représenté des structures parfaites. Mais en réalité, ces structures ne sont jamais parfaitement réalisées. Eh bien, on considère que l'entropie d'un solide qui serait dans cet état-là serait égale à 0. Donc, on pose que cette fonction S a un minimum qui vaut 0 et on pose que cet état correspond à l'ordre parfait qui n'est atteignable qu'à 0 Kelvin. Ça constitue le troisième principe de la thermodynamique. Donc le premier principe, on l'a révisé, nous dit que delta U est égal à 0 pour un système isolé, U l'énergie interne, et nous a montré qu'on pouvait créer une enthalpie pour calculer les chaleurs de réaction. Le second principe crée la fonction entropie, dont on prétend qu'elle ne peut qu'augmenter pour un système isolé, augmenter à partir de la valeur 0 à 0 Kelvin, ce qui constitue le troisième principe. Donc cette entropie, il faut que nous y intéressions d'un petit peu plus près. Comment créer une telle fonction? Alors il y a deux façons de créer cette fonction. Il y a la conception statistique de la fonction entropie, directement liée à la probabilité d'existence des états. Sauf que cette fonction, tant qu'à faire, on veut que ce soit une fonction d'état, parce que mathématiquement c'est plus facile à travailler. On l'appellera AS, elle est nommée entropie. Et on veut que ce soit une fonction extensive. Cette extensivité veut dire que si je prends un système 1 et un système 2, et que je joins ces deux systèmes, alors je veux que l'entropie du nouveau système ainsi créé ait pour entropie la somme des deux entropies. Le problème, c'est que notre entropie doit être liée à une probabilité d'existence d'un état. Or, vous avez fait des mathématiques, et vous savez que la probabilité d'un état somme est le produit des probabilités de chacun des deux états. Conclusion, il faut que nous passions de fonctions qui sont des probabilités qui se multiplient à une fonction qui sont des entropies dont on veut qu'elles s'ajoutent. Eh bien, quelle est la fonction mathématique qui permet de passer d'un produit à une somme? Tout simplement, la fonction log népérien. Eh bien voilà, on va décider que la fonction entropie, qui doit être liée à la probabilité de présence d'un état qui augmente lorsque son désordre augmente, sera de la forme k fois log népérien de oméga, où oméga est la probabilité de présence de l'état en question. Plus un état est désordonné, plus grande est sa probabilité d'obtention, de sorte que oméga augmente avec le désordre, donc S va augmenter avec le désordre, puisque le log est une fonction croissante, et nous aurons donc bien une fonction S qui correspond au cahier des charges, si je puis m'exprimer ainsi, qui augmente de la même façon que le désordre. Il existe un état unique à 0 Kelvin, qui est l'ordre parfait. Donc si je me place à 0 Kelvin, il n'existe qu'un seul état. La probabilité d'obtenir cet état à 0 Kelvin est donc de 1, puisque c'est le seul état possible. Dans ces conditions, je vais avoir log népérien de 1, S est égal à 0, et c'est cohérent avec le troisième principe. On n'ira pas plus loin dans la présentation de cette conception statistique. En chimie, elle est souvent largement suffisante pour raisonner de façon intuitive. Si un système évolue avec augmentation du désordre, par exemple je passe d'un liquide à un gaz, vous sentez bien que les molécules de gaz ont beaucoup plus d'espace pour se disposer. Conséquence, le nombre d'états possibles de désordre est beaucoup plus grand. Conclusion, l'entropie d'un gaz sera plus grande que l'entropie d'un liquide. Voilà, en raisonnant sur le désordre, on aura intuitivement une notion d'augmentation d'entropie. Mais il existe une conception thermique de la fonction entropie, un petit peu moins intuitive, mais que vous avez déjà vu en première année normalement. Donc on pose toujours, de façon arbitraire, qu'il existe une fonction d'état S extensive, non conservative, telle que la variation d'entropie est la somme de deux termes, une somme d'une entropie de transfert résultant d'un transfert de chaleur avec l'extérieur. L'extérieur donne l'indice E, donc on va la noter delta ES, donc entropie d'échange, si je puis dire, de transfert de chaleur avec l'extérieur, et une entropie créée au sein du système à la suite de phénomènes irréversibles internes. Donc interne donne le petit i, et donc ça serait, si vous voulez, un changement de désordre lié à des variations au sein du système. Donc il y a la somme de deux termes,
un terme qui va être lié à la chaleur, où on retrouve cette notion de H, si vous voulez, et puis un autre terme qui n'était pas du tout envisagé dans le premier principe, relative à une entropie créée au sein d'un système. Si j'exprime cette variation en grande variation, delta S égale delta ES plus delta IS, je peux l'exprimer en variation élémentaire, ou comme ES est une fonction d'état, je peux dire une différentielle de S, D de S, égale eh bien, une petite entropie de transfert, d'échange, et une petite variation d'entropie due à un phénomène interne. On pose alors que puisque ce terme delta ES est lié à de la chaleur, que la variation d'entropie de transfert, delta E, est égale à la chaleur échangée sur la température uniforme du système fermé. Alors, ceci ne peut être valide que en transformation élémentaire, puisqu'on sait bien que la température va varier au cours de l'évolution, et donc il faut prendre la température à un instant T, supposée constante pendant la variation infinitésimale. Donc, chaleur infinitésimale échangée sur température fixe pendant cet échange égale la variation d'entropie avec l'extérieur. On pose aussi, et c'est ça le second principe, que la variation d'entropie interne est positive. Elle va être strictement positive pour une transformation spontanée irréversible. C'est le second principe. La variation d'entropie liée à des phénomènes irréversibles, en gros des variations d'ordre et de désordre, va être strictement positive pour une transformation spontanée irréversible. Et elle sera égale à 0 pour une transformation fictive réversible, c'est-à-dire l'équilibre. Un équilibre, c'est une transformation qui a lieu dans un sens et dans l'autre. Donc elle est parfaitement réversible. En gros, elle ne se produit pas. Vu de l'extérieur, c'est comme s'il ne se passait rien. Donc, en clair, le égal à 0 sera une caractéristique de l'équilibre. Et donc ça va nous poursuivre tout au long de ce cours. Conséquence. Si je prends cette fois-ci un système non isolé, j'ai dit que delta I ne peut qu'augmenter. Et il est forcément positif. Donc, en conséquence, puisque ds est la somme de ce terme delta ES qui est égal à delta Q sur T plus un terme positif, c'est que forcément ds va être plus grand que ce terme-là. Or, ce terme-là, c'est delta Q sur T. Et donc, nous pouvons dire que pour un système monotherme non isolé, nous aurons d de S supérieur ou égal à delta Q sur T. Ça constitue l'inégalité de Clausius qui s'écrit aussi parfois d de S moins delta Q sur T, strict supérieur ou égal à 0. Pour un système isolé, il n'y a aucun échange avec l'extérieur, donc la partie delta Q est égale à 0, donc ds se réduit à la partie de variation d'entropie interne, et dans ces conditions, nous avons ds supérieur ou égal à 0, et donc on trouve ici à nouveau le second principe, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Mais nous avons la version pour le système non isolé, d de S supérieur ou égal à delta Q sur T, l'inégalité de Clausius. On revient au ds est égal à 0, ça traduit l'équilibre. Seules les transformations réversibles se produisent de façon infiniment lente, se produisent à ds est égal à 0. En clair, dans une chimie industrielle, le infiniment lent, c'est totalement incompatible avec de la productivité. En chimie industrielle, ça n'arrive jamais. Mais je vous rappelle que l'entropie est une fonction d'état, dont la variation ne va dépendre que de l'état final et de l'état initial. En conséquence, on sera libre d'imaginer tout un tas de processus parfaitement réversibles qui se produisent de façon infiniment lente, pour lesquels nous aurons des ds est égal à 0. Donc, pour une réaction qui serait réversible infiniment lente, non réelle, hypothétique, nous aurions un ds réversible infiniment lente qui serait égal à delta Q sur T, de sorte que on pourra faire des maths avec cette égalité. Donc, tout ceci est très bien. On a travaillé dans des systèmes isolés, on travaille pour des systèmes non isolés, mais l'entropie va être une fonction extrêmement difficile à calculer. La variation d'entropie va être très difficile à calculer, puisque, je vous le rappelle, delta Q et T
l'intégration ici risque d'être très difficile pour des systèmes chimiques. Dans ces conséquences, on va créer un autre outil qui va s'appeler l'enthalpie libre G, ou énergie de Gibbs, d'où vient la lettre G. On définit cette fonction comme étant égale à H moins TS. Je vous rappelle qu'à partir du premier principe qui définissait U, nous avions créé la fonction enthalpie, H égale U plus PV, qui permettait de travailler très facilement dans les conditions ordinaires de température et de pression fixée. Eh bien, G va être le pendant de H, c'est-à-dire que ça sera la fonction mathématique pratique à utiliser pour étudier l'évolution d'un système lorsque l'on travaillera à température et pression fixée dans le cadre de systèmes non isolés. Pourquoi cette fonction ainsi créée va être commode? Eh bien, nous allons le démontrer tout de suite. Je pars donc de cette définition. G est égal à H moins TS. Je vous rappelle que S va être en joule mol moins 1. Donc, ceci est en joule, H est en joule, et donc nous avons G qui est en joule. Nous allons prendre la différentielle de cette expression. Donc, D de G, que je trouve ici, va être égal à D de H. Donc, je différencie ce terme et je trouve D de H. Je vais ensuite différencier le produit TS qui va me donner les deux termes qui sont là, en supposant T comptant moins TDS moins SDT. Et si je travaille à pression constante, je vous rappelle que mon but est d'utiliser la fonction G à température et pression constante, donc je commence par utiliser une pression constante. Ma foi, rien ne va changer dans ces termes, sauf que je peux me permettre de rajouter ici à pression constante, P fixe, je peux me rajouter un indice P pour signaler je vais travailler à pression constante et je vais me rajouter un indice P ici. Et ça, je vous rappelle que le premier principe est intéressant parce que lorsqu'on travaille à pression constante, la variation d'enthalpie égale la chaleur de réaction à pression constante. Donc voilà qui nous intéresse. Moins TDS, moins SDT, rien n'est changé. Et maintenant, je vais travailler à température fixée. Donc à température fixée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le terme moins SDT va disparaître, de sorte que à T et P fixés, je garde la pression ici, et il ne me reste plus que ce terme. Donc, D de G à température et pression fixée égale D de H à pression fixée moins TDS. Bien. Maintenant, utilisons le second principe. Je vous rappelle que ce DS, nous l'avions dans l'inégalité de Clausius. Donc l'inégalité de Clausius nous disait ds moins delta QP sur T est supérieur ou égal à 0 pour tout système non isolé en évolution spontanée. Sauf que, grâce au premier principe, en travaillant à T et P égale constante, nous avons appris que delta Q à pression constante, la chaleur échangée à pression constante, celle même qui est ici, est égale à D de H à pression constante. Donc, grâce au premier principe qui est énoncé ici, l'inégalité de Clausius D de S moins delta Q de P sur T, supérieur ou égal à 0, à T et P constants, nous permettent d'écrire, de remplacer ce delta QP par DHP. Et donc ds moins dH, variation d'enthalpie échangée à pression constante sur la température, est supérieure ou égale à 0. Une température étant systématiquement supérieure ou égale à 0, en multipliant par T cette équation, je vais me retrouver avec TDS moins DHP supérieur ou égal à 0 fois T, c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, si je change le signe de cette expression, regardez ce que nous avons là, DHP moins TDS, donc je change le signe. Donc ici, je multiplie par moins 1, ce qui va me changer le signe de l'inégalité. Je vais trouver que le second principe associé au premier principe implique dans les conditions T et P fixées que DHP moins TDS est forcément négatif pour une évolution spontanée. Or, DHP moins TDS, c'est justement dg, la fonction créée. Et donc, au lieu d'utiliser ce critère un peu lourd, nous allons utiliser le critère. Le second principe à T et P constant pour un système non isolé s'exprime en disant que D de G
la variation élémentaire de l'enthalpie libre d'un système est forcément négative. Un système évolue toujours par diminution de l'enthalpie libre. Nous avons donc créé une fonction d'état caractéristique de l'évolution d'un système non isolé à TEP égale constant. Cette fonction, G, s'appelle l'enthalpie libre ou l'énergie de Gibbs et s'exprime en joules. Je vous rappelle que D de G est égal à 0 ne peut intervenir que si ds est égal à dh sur t, c'est-à-dire si l'égalité de l'inégalité de Clausius est vérifiée, c'est-à-dire si la variation d'entropie interne est égale à 0, c'est-à-dire si le système est à l'équilibre. Donc, d de g égale à 0 sera la définition d'un équilibre réalisé à t et p égale constante. Comme d'habitude dans notre codification du cours, dès que c'est entouré en rouge, c'est que ce sont des notions essentielles à retenir. Et donc, je résume ici dans le texte, G est la fonction avec un grand L et un grand A qui sera utile pour travailler dans les conditions ordinaires en chimie et dans le cadre de l'étude de l'évolution. On est ici dans le chapitre où on se demande comment les systèmes vont évoluer. Et de l'équilibre, puisqu'on a un critère d'équilibre avec G qui est D de G est égal à 0. On est dans l'énergie intuitive. G donne une image réelle de l'énergie du système au sens intuitif du terme. G ne peut que diminuer. Tout système évolue vers un minimum d'énergie. L'énergie minimale, ça sera l'état d'équilibre. Donc, si je représente un graphe de la variation de G pour un système en évolution AT et P égale constante, système non isolé, j'ai représenté ici une échelle de G en joules. Tout système va évoluer d'un état initial instable vers un état stable d'équilibre. Cet état stable d'équilibre correspondra au minimum d'énergie. Donc j'ai ici le min d'énergie. Ce min d'énergie est un état qui correspond à un dg qui est égal à 0. En clair, on est à l'équilibre, la variation de g est quasiment nulle. Si je pars d'un état quelconque, haut en énergie, soit cet état initial, ça n'importe où ici, sur la courbe g en fonction de l'évolution du système, c'est-à-dire de l'avancement du système, je sais que g ne peut que diminuer. Or, si je suis ici à gauche d'un xi qui serait l'avancement à l'équilibre, alors mon état d'énergie est plus élevé. Pour atteindre un état d'énergie plus bas, ma courbe descend, donc dg diminue. Pour faire descendre dg, vous voyez bien que xi augmente. J'ai donc dg qui diminue lorsque xi augmente. Et donc j'ai dg négatif pour dxi positif. Donc si je fais le rapport dg sur dxi, l'un est négatif, l'autre est positif, le rapport sera forcément négatif. Donc, pour un système qui est ici à une valeur de xi inférieure au xi de l'équilibre, la pente ici me dit, je descends la pente et je vais aller vers une augmentation de l'avancement, je vais donc aller dans le sens direct. Donc, en clair, si la pente de ma courbe en fonction de xi est négative, c'est que la réaction avance dans le sens direct. Inversement, si je pars d'un système dans un état initial qui est lui aussi plus haut en énergie, mais pour un avancement plus élevé que l'avancement de xi à l'équilibre, eh bien, dans mon système de courbes, j'aurai alors ici une courbe qui nécessite, pour que je descende cette courbe, c'est-à-dire pour avoir un dg négatif, je suis contrainte de diminuer xi, c'est-à-dire d'avoir un dxi qui sera négatif. Et donc, le rapport des deux dg sur dxi, ce qui est la pente de cette courbe, vous voyez bien que cette courbe g en fonction de xi, de ce côté, c'est une courbe croissante. G en fonction de xi, de ce côté, c'est une courbe décroissante. Donc ici, nous avions dg sur dxi négatif. Ici, j'ai dg sur dxi qui est positif. Et donc, lorsque je suis sur une courbe qui est en train d'être croissante, pour la descendre, je suis obligé de diminuer dxi. Et donc, ma pente dg sur dxi est forcément positive dans ce domaine-là. Et donc, si dg sur dxi est positif, c'est que je suis dans un domaine où la réaction évolue dans le sens indirect. En clair, la pente de la courbe g en fonction de xi, d de g sur dxi, me donne le sens d'évolution d'un système en fonction de xi, puisque c'est xi qui définit l'évolution d'un système. Donc, lorsque d de g sur d de xi est égal à 0, c'est le minimum de la courbe, c'est l'équilibre.
Lorsque d de g sur d de xi est négatif, ça signifie que pour descendre la courbe, je suis obligé d'avoir un dxi positif, la réaction évolue dans le sens direct. Lorsque d de g sur dxi est positif, ma courbe est en train de monter, ça veut dire que pour descendre cette courbe, d de g négatif, je suis obligé d'avoir un dxi négatif, c'est-à-dire sur la partie de la courbe où d de g sur dxi est positif, alors ma réaction va évoluer à dxi négatif, donc dans le sens indirect. Donc en clair, c'est le signe de d de g sur d de xi qui va me dire dans quel sens la réaction va évoluer. Or, d de g sur d de xi, nous l'avons déjà vu dans le cours sur le premier trimestre, sur le premier principe, pardon, la dérivée de la courbe dh sur dxi se note delta rg, d n'importe quelle variable d'état sur dxi lorsque nous dérivons à température et pression constante se note delta r pour réaction. On dérive par rapport à un avancement d'une réaction de la variable x. C'est la variable de réaction, la pente de la courbe en fonction de l'avancement. Eh bien, nous aurons la même chose pour g. d de g sur d de xi à t et p est noté delta rg et s'appelle l'enthalpie libre pour la lettre g, de réaction pour la lettre r. Et je vous rappelle que ce delta g sera égal à g dans un état 2. Donc ça, c'est pour passer de l'état 1 à l'état 2 égale delta G2 moins G1. Mais delta RG est une dérivée des rond G sur des rond xi à T et P constant. Un delta R est une dérivée, un delta est une différence entre des enthalpies libres de deux états différents. Nous aurions ici delta RG se calcule à un point de la courbe, delta G va se calculer entre 1.1 et 1.2 de la courbe. Donc, on vient de dire, si dg sur dxi est dt négatif, la réaction va dans le sens direct. Donc en clair, si delta RG est négatif, la réaction va dans le sens direct. Si delta RG est positif, la réaction va dans le sens indirect. Donc en clair, c'est delta RG qui va nous renseigner sur la façon dont un système va évoluer. Il va être crucial de pouvoir calculer delta RG. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans le grand 3 de ce cours. Calcul de dg et de delta RG. Alors, on a besoin d'un petit peu de maths et de physique. Premièrement, je vais définir ce qu'on appelle les identités remarquables en physique. Donc, je vous rappelle qu'en physique, pour nous, c'est un nombre de moles constant. On ne réalise pas de réaction chimique, donc les quantités introduites restent constantes. On ne rajoute ni on enlève de matière. Toutes les fonctions u, h, s et g sont des fonctions d'état, donc leur variation ne dépend pas du chemin suivi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut donc imaginer pour toute transformation un chemin réversible qui permet de passer de l'état initial à l'état initial par une succession d'étapes réversibles. C'est purement imaginaire, mais donc on peut donc imaginer une variation telle que ds soit strictement égale à delta q sur t, c'est-à-dire delta q égale tds. Alors on va reprendre le travail à la base, je vais partir de du, premier principe, je rajouterai le second principe et on verra. Donc du, premier principe, h et g. Je vous rappelle que du égale delta q sur t, delta q plus delta w. La chaleur élémentaire est changée, le travail, tous les autres travaux élémentaires est changé. Comme on va se limiter au travail qui est égal aux forces de pression, ça va impliquer que du égale delta q moins pdv. En différentiel, comme delta q égale, second principe, pour un système totalement réversible, égale TDS, eh bien je remplace delta Q par TDS. Je l'ai ici. Donc ce delta Q égale TDS, je l'ai ici. Je le remplace et j'obtiens DU égale moins PDV plus TDS. C'est l'identité remarquable relative, on appelle ça une identité remarquable relative à U. Maintenant je définis H égale U plus PV. Je passe en différentiel. Donc U me donne DU. En différentiel, PV me donne deux termes PDV plus VDP. Sauf que le DU, c'est la première identité remarquable. Donc, je vais l'écrire ici en orange. Cette première identité remarquable me permet de remplacer DU par ces deux termes. Donc, le DU qui est ici va être remplacé par moins PDV plus TDS. Les deux autres termes restent identiques.
Conclusion, j'examine bien cette expression et je constate que deux termes s'éliminent, moins PDV plus PDV. Il me reste donc quoi? DH égale TDS plus VDP. DH égale VDP plus TDS. Je continue mon travail. G est égal à H moins TS, définition. Différentiel, je différencie H qui me donne DH, je différencie TS qui me donne deux termes moins TDS moins SDT. Or, DH, deuxième identité remarquable, je peux le remplacer. Donc, je vais le faire en pourpre. Ici, VDP plus TDS. Et donc, le DH va devenir ici VDP plus TDS. Le reste intact. Moins TDS moins SDT. J'examine bien cette expression et je constate que j'ai deux termes qui s'éliminent, qui sont TDS moins TDS. Il me reste quoi? Moins SDT plus VDP. Et je trouve donc l'identité remarquable relative à G. D de G égale moins SDT plus VDP, qui est l'identité remarquable dont il faudra se souvenir. Ces trois identités remarquables sont au programme. Le programme spécifie que vous êtes censé les connaître. Mais la vraie réellement utile pour notre cours de chimie, c'est celle-ci. Conclusion. Comme nous savons que dj est une fonction d'état, que nous savons que dj s'écrit forcément dérongé sur déronté à p constant dt plus dérongé sur dérompé à t constant dp, on en déduit par identification que dj sur dt est égal à moins s et que la dérivée de g par rapport à p à t constant est égale au volume. Je vous demande aussi de mémoriser ces deux expressions. Cela étant, si vous mémorisez celle-ci, si vous connaissez l'expression d'une fonction d'état, la propriété d'une fonction d'état, vous retrouvez immédiatement ce qui est ici écrit dans l'encadré. Ça veut dire que moins S égale dérongé sur déronté, V égale dérongé sur dérompé, l'autre variable étant constante. Bien, donc tout ceci ne constitue que des outils. Je continue dans mes outils. Je vais faire cette fois-ci de la chimie, parce qu'évidemment, en chimie, il y a d'autres paramètres qui interviennent, qui sont liés au nombre de moles, puisque ces nombres de moles ne sont plus des constantes, mais vont être variables. De sorte que G va être fonction de la température, de la pression et du nombre de moles, et donc que mon D de G s'écrit dérangé sur déronté à P et NI constant, dont nous venons de démontrer que c'est égal à moins S, plus dérangé sur dérompé à T et NI constant dP, et ce terme-là, nous venons de démontrer qu'il est égal à VDP, puisque dérangé sur dérompé est égal à V. Je ne fais que reproduire ce que j'ai montré au paragraphe précédent. Et donc, j'ai un troisième terme qui est venu se rajouter là, sigma sur I des dérangé sur déron NI à T et P constant, D de NI. On a déjà rencontré ce genre de variable lorsque vous dérivez une fonction x par rapport au nombre de moles, tous les autres paramètres étant constants. Alors, cette dérivée s'appelle la variable molaire, puisque on divise par le nombre de moles. La masse divisée par le nombre de moles vous donne la masse molaire. Eh bien, c'est exactement la même chose. La variable x divisée par le nombre de moles vaut la variable molaire. Donc, dérangé sur déron NI sera énoté et défini comme étant l'enthalpie libre molaire. Elle devrait se noter petit gi. Les chimistes ne faisant jamais rien de simple, au lieu de noter ça petit gi, on change de notation. On l'appelle mu-i. Vous me direz, G, mu, ça se ressemble un peu, pas vraiment, mais enfin bref. Donc ça se notera dorénavant mu-i, mais surtout,
ça change de nom. Au lieu de l'appeler enthalpie libre molaire, couramment, on l'appelle potentiel chimique. Mais il faudra se souvenir que le potentiel chimique n'est autre que l'enthalpie libre molaire. C'est exactement la même chose. Or, je vous rappelle que pour n'importe quelle fonction d'état, de même que la masse totale d'un système égale la somme des nombres de moles fois les masses molaires de chacun des états du système, eh bien, l'enthalpie d'un système égale la somme des nombres de moles, c'est écrit ici, c'est pas la peine que je le refasse, hop, pardon, égale la somme des nombres de moles des enthalpies libres molaires. Rappelez-vous, la masse d'un système égale la somme des nombres de moles fois les masses molaires des espèces présentes. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'enthalpie égale la somme des nombres de moles fois les enthalpies libres. L'enthalpie libre égale la somme des nombres de moles fois les enthalpies libres molaires de chacune des entités I. Sauf que l'enthalpie libre molaire, dorénavant, nous allons la noter μI. Et donc, puisque là, nous la notons μI, l'expression qui est là devient G égale la somme des NI μI de T et P, puisque μI est l'enthalpie libre molaire. Donc, il faut à la fois connaître la définition de l'enthalpie libre molaire et connaître le changement de notation et de nom relatif à cette enthalpie libre molaire que nous appellerons potentiel chimique. Alors, pourquoi l'appeler potentiel chimique? Eh bien, parce que je vous rappelle que l'enthalpie libre donne l'énergie réelle du système et que si nous travaillons sur l'enthalpie libre molaire, eh bien, ça représente l'énergie molaire intrinsèque pour une entité I. Donc, en clair, son potentiel. Donc, dans le mot potentiel, on voit mieux la notion d'énergie. μI est donc le potentiel chimique du constituant I, ça veut donc dire l'énergie du constituant. Ça veut dire aussi que si μI est grand, c'est une entité de grande énergie. Si μI est plus petit, c'est une entité de faible énergie, a priori, plus stable, puisque plus l'énergie est basse, plus le système est stable. Donc, μ1 supérieur à μ2 équivaut à dire que 2 plus stable que 1, puisque μ est une caractéristique d'énergie de notre entité. En dérivation, d de G s'écrit donc dorénavant, moins S dt plus VdP plus la somme des, souvenez-vous, on l'a écrit ici, d rond G sur d rond Ni, AT et P constant d de Ni, d rond G c'est GI c'est μI, la somme des μI, d de Ni. Sauf que si nous travaillons AT et P constant, et je vous rappelle que nous avons défini G pour ça, pour travailler AT et P constant, donc le AT et P constant me permet d'éliminer moins SDT, puisque DT est égal à 0, plus VDP, puisque DP est égal à 0, et j'obtiens que D de G à T et P constant, la variation d'enthalpie libre élémentaire, est égale à la somme des potentiels chimiques de chacune des espèces fois la variation de leur nombre de moles. En clair, le potentiel chimique véhicule l'information dont l'énergie globale du système varie, quand je fais varier le nombre de moles de chaque espèce. L'énergie globale du système varie à cause de la variation du nombre de moles de chacune des espèces, chacune d'entre elles intervenant par son énergie propre. Je reprends encore. Je vous rappelle que l'objectif c'était de calculer delta Rg. Donc, si je reprends toujours mon expression et que j'introduis la définition dont vous vous souvenez très bien que d de Ni égale νI d'Xi, on l'a déjà vu de nombreuses fois, vous le savez, c'est comme ça que vous établissez vos tableaux d'avancement, alors je peux remplacer chacun de mes d de Ni par νI d'Xi. Ce que je fais ici, sauf que d'Xi va devenir un terme commun que je vais pouvoir mettre en facteur, de sorte que la somme des μI de T et P d de Ni devient somme des T et P νI fois d'Xi. D'Xi est un terme commun. Je peux donc mettre une parenthèse ici en le mettant en facteur. C'est ce que j'ai fait ici en faisant passer le νI. De ce côté, on l'exprime souvent comme ça, égale la somme des νI μI d'Xi. Si d'Xi est le seul paramètre, c'est que ce terme-là, par définition d'une fonction d'état, je vous rappelle que moins S c'est d rond G sur d rond T, V c'est d rond G sur d rond P, eh bien ce terme-là sera d rond G sur d rond Xi.
Or, dérangé sur déronxy à T et P constants, c'est quoi? C'est delta Rg. Et donc, nous avons que delta Rg égale la somme des nui, mui à T et P. Et ici, nous avons que à T et P constants, ces deux termes-là disparaissent. dg égale delta Rg fois dxi. Je vous rappelle que nous avions dh est égal à delta RH fois dxi. Comme delta RH est égal à delta RH0, ça donnait dH égale delta RH0 dxi. Mais finalement, c'est exactement la même expression en G ou en H, à la seule différence près que nous allons voir que delta Rg est différent de delta Rg0. Donc, deux nouvelles formules. Delta Rg, l'enthalpie libre de réaction, la pente de la courbe de G en fonction de xi, se calcule par une combinaison linéaire de coefficients stoichiométriques algébriques pour la réaction chimique donnée, fois les potentiels chimiques de chacune des espèces au moment où je calcule delta Rg. Conclusion, pour calculer delta Rg, il faut connaître les potentiels chimiques. Les coefficients stoichiométriques, il suffit de m'écrire une réaction et je connais chacun des coefficients stoichiométriques. Il faut donc maintenant que je puisse trouver les potentiels chimiques. Eh bien, ces potentiels chimiques, ça constituera mon troisième paragraphe. On en connaît leurs expressions selon que les espèces soient des gaz, purs ou en mélange, ou dans un état condensé. Ce que j'appelle condensé, c'est soit un liquide, soit un solide, idéal. Vous n'avez à votre programme que les expressions des potentiels chimiques pour des espèces idéales. Donc, c'est même la définition. Si les potentiels chimiques s'expriment de la façon que je vais vous présenter ici, alors ça voudra dire que, en particulier les mélanges, seront idéaux. Alors, nous allons commencer par les gaz. Pour un gaz parfait pur, le fait qu'il soit pur fait que je vais noter son potentiel chimique avec une petite étoile. La petite étoile est à mettre en relation avec pur. Une façon de dire que j'exprime un potentiel pour une espèce pure, c'est de mettre une étoile. Le potentiel chimique de l'espèce I pure, à la température T et à la pression P, va s'exprimer comme une constante que je vais noter mu I de T. On met ce petit zéro qui ressemble au standard, on va justifier pourquoi. Plus RT, log népérien de P sur P0, où P est la pression qui règne dans le système. Pourquoi ça se note 0? Parce que le potentiel chimique de votre espèce ici, lorsqu'elle est pure, quand je travaille sous P égale 1 bar, ce rapport vaut 1, le log népérien de 1 vaut 0, ce terme s'élimine. Et donc une espèce pure sous 1 bar, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce dans son état standard, à la température T considérée. En conséquence, j'ai bien que le potentiel chimique de l'espèce pure sous 1 bar vaut bien le potentiel chimique standard. Donc la constante que j'ai là, c'est le potentiel chimique de l'espèce dans son état standard, dit potentiel chimique standard. Donc on retient le potentiel chimique d'un gaz pur égale son potentiel chimique standard dans son état gazeux, plus RT log népérien de P sur P0. Le mu I, on peut écrire ici gaz, puisque je suis sur une expression pour un gaz. Si on a un mélange de gaz, que devient cette expression? Si votre mélange est idéal, puisque ce sont des gaz parfaits, alors, si PI est la pression partielle de I dans le mélange, nous aurons le potentiel chimique de I, on enlève la petite étoile, à la température T, lorsque ce gaz est sous sa pression PI, vaut son potentiel chimique standard, c'est-à-dire lorsqu'il est pur et sous 1 bar, plus RT, log népérien de sa pression partielle, sur P0. Et donc évidemment, pour calculer ça, il faut être capable de calculer les pressions partielles. Je vous rappelle qu'une pression partielle peut se calculer de deux façons. La pression partielle PI est égale au nombre de moles de I dans l'enceinte fois RT sur le volume de l'enceinte, ou la pression partielle PI vaut la fraction molaire de I dans l'enceinte fois la pression totale dans l'enceinte, la pression pied qui était ici. Donc je vais écrire total. Et je vous rappelle qu'une fraction molaire XI est égale au nombre de moles de l'espèce I sur le nombre de moles total dans la phase gaz. Puisque nous travaillons ici dans une phase gazeuse.
Donc évidemment, je vous demande de maîtriser ces formules que vous avez bien sûr apprises l'année dernière avec M. Tessier. PI égale NIRT sur V, ou PI égale XI fois P total qui s'appelle la loi de Dalton. Sachant bien évidemment que vous savez définir une fraction molaire qui est égale au nombre de moles de l'espèce I sur le nombre total de moles de gaz. Donc, pour les gaz parfaits, deux expressions selon qu'ils soient purs ou en solution, ou en mélange. Passons aux états condensés. Condensé veut dire solide ou liquide. Par exemple, du fer, ça serait du fer pur. C'est pas un acier inoxydable qui est un mélange de chrome et de fer. Pour un mélange, un liquide pur, c'est de l'éthanol pur. Pas de l'éthanol à 95 degrés ou n'importe quelle eau de vie qui contient 45 degrés d'éthanol et de l'eau, et tout un tas d'arômes. Donc je parle ici de produits purs, de l'éthanol pur, de l'eau pure, de l'acétone pur, du fer pur, du carbone pur, etc., etc. Le potentiel chimique de cette espèce pure s'exprime comme le potentiel chimique de cette espèce à la température T sous un bar, et donc je le note à la température, je le note avec un petit 0 pour le standard, plus le volume molaire de cette espèce I, facteur de la pression à laquelle je suis en train de travailler, moins P0, la pression standard. Vous remarquerez que si P est égal à P0, ce terme s'annule, et donc j'ai bien que le potentiel chimique du produit pur égale le potentiel chimique sous un bar, c'est bien potentiel chimique standard de référence. Je compare donc le potentiel chimique à une pression P en fonction du potentiel chimique sous un bar, et j'ai un terme qui tient compte de la pression. Sauf que, prenons le volume molaire de l'eau, par exemple, liquide. Une mole d'eau, c'est 18 grammes d'eau. Donc, une mole, 18 grammes. Vous savez que 1 gramme, c'est 1 cm3. 1 cm3, c'est 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ça veut dire que le volume qui est ici, il est de l'ordre de 10 moins 6. Ça veut dire que ça va être en joule ou en kilojoule, ça c'est en 10 moins 6. La différence de pression ici, elle a peu de chances de compenser ce terme en 10 moins 6. Même si je travaille sous 100 bars, 100 moins 1 ça fait 99, allez ça fait 100, 100 fois 10 moins 6 ça me fait quand même du 10 moins 4. Donc en clair, ce terme-là, étant généralement négligeable, eh bien on le néglige. C'est pour ça que je l'ai rayé, pas seulement quand P est égal à P0, mais quand P est ordinaire, c'est-à-dire jusqu'à 100, 200, 300 bars, alors on pourra négliger ce terme, de telle sorte qu'on pourra dire que le potentiel chimique d'un corps condensé pur à T et P est approximativement égal à son potentiel chimique standard, c'est-à-dire sous un bar, en négligeant l'influence de P. Donc on retiendra très fréquemment ça, sauf problème très particulier où vous sentirez tout de suite qu'on étudie l'influence de P. Donc si on étudie l'influence de P, il faudra bien sûr rajouter ce terme. Mais si l'on n'étudie pas l'influence de P, on ne le fera pas. Les géologues qui travaillent avec des pressions extrêmement fortes dans les différentes couches terrestres, qui peuvent provoquer des volcans ou des choses comme ça, eux sont amenés à utiliser des pressions extrêmement élevées qui vont compenser le volume molaire et donc seront obligés de tenir compte de ce terme-là. Mais nous, chimistes, qui travaillons à la surface de la Terre, on n'est pas obligé du tout de tenir compte de ce terme. Donc ceci est valable aussi bien pour le potentiel chimique du fer pur que pour le potentiel chimique de l'éthanol pur, que pour le potentiel chimique de l'eau pur, etc., etc. Deuxième cas, mes corps condensés sont en mélange. Alors, mélange, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple un alliage fer-chrome, ce qu'on appelle l'acier inoxydable. Fer-chrome, vous allez avoir un mélange qui va être caractérisé par une certaine composition, donc par exemple 18% de chrome pour 82% de fer, acier inoxydable. Eh bien, dans ces conditions, vous connaissez les proportions, et forcément le potentiel chimique va dépendre de ces fameuses proportions. Comment? Eh bien, le potentiel chimique de l'espèce en mélange à l'état condensé sera égal au potentiel chimique standard, c'est-à-dire lorsque l'espèce est pure sous un bar, plus RT log népérien de la fraction molaire dans le mélange,
plus le volume molaire, facteur de P moins P0. Vous remarquerez que quand P est égal à P0 et que le corps est pur, XI est égal à 1, P moins P0 vaut 0, log népérien de 1 vaut 0, et on a bien que le potentiel chimique du corps vaut le potentiel chimique standard dans l'état standard, c'est-à-dire quand il est pur et sous un bar. De même que tout à l'heure, ce terme volume sera négligeable, et nous garderons l'expression le potentiel chimique AT à peu près égal au potentiel chimique standard pour l'espèce I, plus RT log népérien de XI en négligeant l'influence de P. Donc j'ai fait disparaître le P ici parce qu'il n'apparaît plus. La XI est la fraction molaire de I dans le mélange. Je vous rappelle que XII est égal au nombre de moles de I sur le nombre total de la même phase. Donc, si je calcule la fraction molaire de l'éthanol dans une eau de vie, à 45 degrés, je traduis ça par 45 grammes sur 100 grammes. Je traduis les 45 grammes, je divise par la masse molaire pour avoir le nombre de moles. Je calcule le nombre de moles eau, et donc ça fait le nombre de moles d'alcool sur le nombre de moles d'alcool plus le nombre de moles d'eau qui sont complètement dans le mélange. Donc une fraction molaire se calcule dans une phase. Sauf que pour les états liquides, il existe un troisième cas, qui est le cas de mélanges particuliers qui sont des solutions aqueuses. Alors, que sont des solutions aqueuses? Solutions aqueuses faiblement concentrées. Dans quel cas? Quand la concentration de l'espèce qui est dissoute dedans vaut 0,5 mol par litre. Donc, je vous rappelle que dans une solution aqueuse, vous avez le solvant en très grande quantité. Par exemple, dans l'eau, c'est 55 mol,5 dans 1 litre d'eau. Donc 55 par rapport à 0,5, ça fait 100 fois plus. Donc vous avez 100 fois plus de solvant que de tout le reste. Donc en clair, l'espèce autre que l'eau va s'appeler un soluté. Elle est dans l'eau solvatée par les molécules d'eau qui tournent autour. Les ions sont des solutés. Une molécule de sucre dans l'eau est un soluté, etc. Et donc lorsque je m'intéresse à une espèce en solution aqueuse, il y a deux solutions. Soit c'est le soluté, l'espèce qui est en très faible concentration et qui dissoute, eh bien nous avons une autre expression pour ce soluté. Le potentiel chimique de I soluté égale le potentiel chimique standard de ce soluté, plus RT log népérien de sa concentration sur C0, plus volume molaire, facteur de P moins P0, et toujours ce terme sera négligeable, de sorte que nous aurons le potentiel chimique à la température T égale le potentiel chimique standard, plus RT log népérien de CI sur C0. Et qu'est-ce que c'est que l'état standard pour un soluté? Eh bien c'est quand ce terme-là s'annule, et ce terme-là, c'est quand CI est égal à C0. Donc l'état standard d'un soluté, c'est quand sa concentration est égale à 1. Pour le solvant, par contre, eh bien, on considérera que le potentiel chimique de l'eau solvant, parce que tout ça est valable uniquement pour des solutions aqueuses, comme c'est aqueux, eh bien, on a ici forcément de l'eau. Ça ne marche que quand l'eau est un solvant. Et alors me direz-vous, mais quand le solvant c'est de l'éthanol? Eh bien, quand le solvant c'est de l'éthanol, on prend ces expressions-là et on travaille en fraction molaire. Ici, on ne travaille que dans l'eau. Ces expressions ne sont valables que pour des solutions aqueuses. Le potentiel chimique dans l'eau du solvant vaut le potentiel chimique de l'eau liquide sous un bar, plus ce terme que nous négligeons, et donc le potentiel chimique de l'eau solvant vaut à peu près son potentiel chimique standard. Ici, en négligeant l'influence de P. Donc, on peut résumer tout le contenu de ce tableau par un seul cadre qui va vous plaire. Vous avez tôt fait d'oublier tout ce tableau. Par contre, je vous demande impérativement de connaître parfaitement toutes les expressions de ce potentiel chimique, à me sortir aussi vite que votre date de naissance ou votre adresse. Le potentiel chimique de n'importe quelle entité est à peu près égal à mu0 de T plus RT log népérien d'un terme. Ce terme s'appelle l'activité de l'espèce I. Et évidemment, si vous regardez le tableau, toutes les expressions avaient la même forme. Mu I égale mu I0, mu I égale mu 0 plus RT log de XI, mu I égale mu 0 log de CI, mu I égale mu I0 plus RT log de PI sur P0, donc il y avait toujours un mu I0 plus RT log de quelque chose. Et s'il n'y a pas le quelque chose, eh bien c'est que l'activité est égale à 1. Donc, on appelle AI l'activité d'un constituant I pour un système qui vaut, pour un gaz PI sur P0, regardez l'expression au-dessus, pour un constituant d'un mélange condensé idéal, solide ou liquide,
pour lequel xi est égal au nombre de moles dans la phase sur le nombre total de la phase, la fraction molaire. Donc l'activité vaut soit le rapport de PI sur P0. Attention, P0 est la pression standard, différente de la pression totale. Souvent. On peut très bien avoir une pression totale qui vaut P0, mais c'est un cas particulier. Donc je répète, PI sur P0, pression standard. Xi, fraction molaire, nombre de moles sur nombre total de moles de la phase. Dans le cas de solution aqueuse, pour le solvant eau, ça vaut 1, puisqu'on a dit que μI était égal à μI0. Et pour le soluté, la concentration de I sur C0 pour un soluté I très dilué en solution aqueuse. Le symbole à peu près égal est là pour se souvenir de rajouter le terme VMI fois P moins P0 pour toutes les phases condensées. Attention, pour les gaz, on a un vrai égal. Égal pour les gaz. Puisque pour les gaz, on a un terme avec une pression, on n'a rien négligé au niveau des pressions. Donc, pour finir, attention, la valeur de μ0 dépend de l'état physique de l'espèce. Le potentiel chimique d'une espèce à l'état solide sera différent du potentiel chimique standard à l'état liquide, sera différent du potentiel chimique standard à l'état dissous. Le potentiel chimique de l'eau, de l'éthanol soluté dans de l'eau, n'est pas le même que le potentiel chimique soluté dans de l'eau, n'est pas le même que le potentiel chimique de l'éthanol en quantité non faible dans de l'eau. Je dirais même que les potentiels chimiques de deux variétés allotropiques de solides seront différentes. Si je prends du carbone dans sa variété allotropique graphite et du carbone dans sa variété allotropique diamant, les deux n'auront pas le même potentiel chimique. Donc chaque constante, ici μ0, est caractéristique de l'espèce et de sa phase, donc de son état. Donc on l'a déjà dit, si un constituant a un potentiel chimique plus faible que notre, cela veut dire qu'il est plus stable. Comparer les potentiels chimiques, c'est comparer la stabilité intrinsèque de chaque espèce. Cette comparaison peut se faire pour des espèces pures ou des espèces en mélange. Et grâce à ces expressions, eh bien, dorénavant, notre dG égale somme des μI d de NI, nous serons capables de le calculer, de même que delta RG égale la somme sur I des νI μI sera calculable, puisque nous connaissons les coefficients stoichiométriques d'une réaction, nous connaissons les potentiels chimiques calculables par toutes les expressions qui sont là. Je vous fais remarquer que ces potentiels chimiques dépendent des activités qui sont des pressions, des fractions molaires, des concentrations. Et au cours d'une réaction, les concentrations, les fractions molaires et les pressions vont varier. Ce qui veut dire que delta Rg n'est pas une constante en cours de réaction. Delta Rg est une valeur qui varie. Et donc, grâce à cette expression, nous allons enfin pouvoir calculer delta Rg. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est que si delta Rg est négatif, la réaction va dans le sens direct. Et que si delta Rg est positif, la réaction va dans le sens indirect. N'oublions pas notre objectif, trouver le sens spontané d'évolution d'un système. Donc, si nous sommes capables de calculer les delta Rg égale la somme des νI μI qui dépendent de T et de P et de la composition du système, alors nous serons capables de calculer delta Rg, alors nous serons capables de dire dans quel sens ce système évolue. Et donc, on travaille sur delta Rg. Voici un delta Rg égale la somme sur I des νI μI à T et P. Je développe chacun des μI. Sigma sur I des νI μI 0 RT log népérien de AI. Donc, ce μI ici est devenu ça puisque j'applique l'expression générale que je viens de donner. Je factorise νI μI 0. Hop, ça me fait un premier terme qui est ici. Je vais peut-être prendre la main pour mieux voir ce que je fais. Donc, je factorise νI μI 0. Ça va me donner ici ce terme-là. Je factorise sigma des νI fois RT log népérien de AI. Ah, je fais un peu de maths. Donc, je vais avoir un terme en sigma sur I des νI. RT, je peux le mettre en facteur. Log népérien de AI. Mais je sais que le νI, je peux le passer en puissance. RT sigma sur I, log népérien de AI puissance νI. Oui, mais ça c'est
une somme de log. Mais une somme de log, c'est un log d'un produit. Donc, ça va me faire RT, log népérien, du produit sur I, DAI, puissance nuit. Ce que j'ai écrit ici. Donc, pour passer de ce développement à cette expression, j'ai utilisé ces étapes qui sont marquées ici. Donc ça, c'est pour le passage de la factorisation ici avec ce terme qui me donne ce terme-là. Et donc, j'ai mon delta RG qui est la somme de deux termes. Un terme qui est sigma sur I des NUI MUI 0. MUI 0 est le potentiel chimique standard de chaque réactif ou réactant I. Donc en clair, MUI 0, c'est le potentiel chimique quand ce corps est pur sous un bar. Je n'ai pas besoin de faire de la chimie pour avoir cette valeur numérique. A priori, c'est son énergie intrinsèque. Le coefficient stoichiométrique, c'est l'écriture de la chimie qui me le donne, de la réaction qui me le donne. Donc ce terme-là est une caractéristique de l'écriture de la réaction chimique. On l'a déjà vu, comme il n'y a que des valeurs standards, delta RG ainsi calculé s'appellera delta RG0 enthalpie libre, G, standard pour le petit 0, de réaction. Je vous rappelle que delta RG égale, pardon, c'est écrit là-haut, pas besoin de le réécrire, delta RG égale sigma des NUI MUI. Quand vous prenez les MUI en standard, vous obtenez le delta RG en standard. Ceci est une caractéristique de la réaction. Caractéristique mathématique de la réaction. Alors, mathématique parce que je la calcule avec des coefficients stoichiométriques et que je la calcule avec des termes constants que je vais trouver dans les tables. Que je réalise ou pas la réaction, ce calcul, je peux le faire. J'écris une réaction chimique, je peux faire ce calcul. Je me fiche royalement de savoir si j'ai mis des produits, si j'ai mis des réactifs, combien j'en ai mis. Je me fiche même de savoir si je suis dans un laboratoire. Je suis devant mon ordinateur, j'écris une réaction chimique, j'ai des tables qui vont me donner les MUI 0, je vais être capable de calculer ça. De l'autre côté, le deuxième terme, RT, log népérien de pi sur I des AI NUI. Ce pi sur I des AI NUI, vous l'avez déjà rencontré X fois l'année dernière. Par définition, ça s'appelle le produit de réaction. Pi des activités des produits sur pi des activités des réactifs, puisque les coefficients stoichiométriques des réactifs sont négatifs, donc ils passent au dénominateur. Et donc, on change de notation. Comme vous savez parfaitement que Q égale pi sur I des AI NUI, plus besoin d'écrire pi sur I des AI NUI, on met quotient. Ça, on apprend par cœur ce que c'est. Delta RG0 égale la somme des NUI MUI 0. On le savait déjà, delta RG est égal à la somme des NUI MUI. Donc l'enthalpie libre standard de réaction est égale à ce terme-là. Et du coup, delta RG, lui, est égal à delta RG0 plus RT, log népérien du quotient de réaction Q. Voilà que nous allons être capables, pour un système donné parfaitement connu par toutes ces concentrations, donc la composition du système, elle intervient là, dans le calcul de ce quotient de réaction. Ça, c'est une caractéristique mathématique de la réaction. Donc la somme d'une caractéristique mathématique de la réaction et de la composition du système me donne delta RG qui a la pente de G en fonction de xi, dont le signe va me donner l'évolution de la réaction. Donc, pour calculer ça, il faut être capable de calculer delta RG0. Delta RG0, comme par définition G est égal à H moins TS, que ce sont des fonctions extensives, que ce sont des fonctions qui sont faites pour travailler à T et P constants. Je vous rappelle que delta R, c'est une dérivée par rapport à xi à T et P constants. Donc ce terme-là, T, c'est une constante. Eh bien, on peut démontrer, je ne le ferai pas, mais vous l'admettez, que delta R G0 égale delta R H0 moins T delta R S0. On aurait aussi delta RG égale delta RH moins T delta RS. C'est valable en standard et c'est valable en non standard. Mais je vous rappelle que delta RH égale delta RH0. Et donc, on peut l'écrire comme ça. Conclusion, ce delta RG0 dont j'ai besoin ici,
qui est comme ça, nécessite de savoir calculer delta RH0, mais ça on sait déjà faire. Nécessite de calculer delta RS0, mais ça, comme pour quel que soit x, delta Rx est égal à somme des nui xi molaires en valeur standard des xi molaires standard, et ben je l'applique à S. Le delta RS0 sera la somme sur I des nui Si0 entropie molaire standard. Donc je vous rappelle que le troisième principe nous dit que à 0, ça vaut 0. C'est la valeur minimale, à 0 Kelvin. On ne travaille jamais à 0 Kelvin, les entropies ne peuvent croître, quelle que soit l'entropie d'un corps, Si0 est positive. Par contre, delta RS0, qui est une combinaison linéaire avec des coefficients qui peuvent être positifs et négatifs, peut être positif ou négatif. L'entropie standard de réaction est une valeur positive ou négative, c'est un terme mathématique. C'est différent de l'entropie standard qui représente vraiment un état de désordre pour une espèce. Alors on peut noter la différence entre la loi de S, où vous avez un delta FH0, et l'entropie où c'est uniquement le SI0, c'est la définition d'un delta RX0, mais globalement ça se retient de la même façon. Eh bien vous aurez des tables qui vous donneront les enthalpies de formation standard, qui vous donneront les entropies standards, de sorte que vous serez capable de calculer le delta RG0 pour toute réaction. Un quotient de réaction, vous savez déjà faire, et donc vous serez capable de calculer un delta RG. Alors, petite remarque sur les entropies. L'augmentation de probabilité de réalisation d'un état provoque une augmentation de S. Plus le désordre est important, plus grande est la probabilité de réalisation et plus grande est son entropie. Conclusion. L'entropie d'un gaz est beaucoup plus grande que l'entropie d'un liquide, qui globalement est beaucoup plus grande que l'entropie d'un solide, toutes ces entropies étant très supérieures à 0. On peut, grâce à cette remarque et en assimilant les valeurs d'entropie standard des corps à un état donné à une valeur unique, évaluer grossièrement le signe de l'entropie standard d'une réaction. C'est une question qui est parfois posée et qui est liée à la notion de je crée du désordre ou je ne crée pas du désordre. Prenons cette réaction. Elle se passe en phase gaz, ça veut dire que N2 est gazeux, H2 est gazeux et NH3 est gazeux. Lorsque la réaction évolue dans le sens direct, puisque toutes les valeurs de delta RA0 sont relatives à des réactions dans le sens direct, je constate que je pars de 4 moles de gaz pour en fabriquer 2. Donc en clair, je diminue le nombre de moles de gaz. Si je diminue le nombre de moles de gaz, forcément je diminue le désordre. Mathématiquement, prouvons-le. Delta RS0 égale la somme des nui SI0, c'est-à-dire NH3 est un produit, le coefficient stoichiométrique vaut plus 2. 2 fois l'entropie standard du gaz NH3. H2 est un réactif, coefficient stoichiométrique algébrique, moins 3. Moins 3 fois l'entropie standard de H2. N2 est un réactif, coefficient stoichiométrique algébrique, moins 1, moins S0N2. On va considérer que toutes les entropies de tous ces gaz sont à peu près identiques. Une grosse approximation ici, mais on fait comme ça. Donc, au lieu de mettre NH3, H2N2, j'écris gaz. Je considère qu'elles sont toutes pareilles. Ça fait 2S0 gaz, moins 3S0 gaz, moins S0 gaz. Je trouve donc un delta RS0, variation, l'entropie standard de réaction, qui vaut moins 2S0. Comme toutes les entropies sont positives, c'est négatif. Eh bien, je l'avais dit, ici j'ai une réaction qui, lorsqu'elle avance vers la droite, diminue le désordre. Donc une réaction qui diminue le désordre voit l'entropie diminuer. Soit la réaction CaCO3 solide, Cr veut dire cristal, donc solide, égale CaO cristallin, c'est-à-dire solide, plus CO2 gaz. Solide donne un solide plus de gaz, je vois bien que je crée du désordre à cause du gaz. Je dois trouver une entropie standard de réaction strictement positive. Je fais le calcul, ça donne S0CO2 plus S0CaO moins S0CaCO3. Les deux solides, je considère qu'ils ont la même valeur. S0 solide moins S0 solide, ça s'élimine. Et je me retrouve avec S0 d'un gaz qui est positif. J'ai bien trouvé que c'est positif. Vous pouvez raisonner exactement de la même façon sur la dernière réaction. Et on trouve ici que une demi-mole de gaz crée une mole de gaz. En conséquence, vous créez du désordre et vous avez une entropie qui est positive. Une entropie standard de réaction qui est positive. Donc, plus généralement, si une réaction crée du désordre en créant du gaz,
En évoluant dans le sens direct, delta RS0 est positive, de sorte que delta RG0 sera une fonction décroissante de t, puisque je vous rappelle que delta RG0 égale delta RH0 moins t delta RS0. Donc si delta RS0 est positif, ça fait un coefficient devant t qui est négatif, c'est une fonction décroissante de t. Mais si delta RS0 est négatif, alors delta RS0 négatif fois moins, ça fait un terme positif. Delta RG0 sera une fonction croissante de t. En clair, delta RG0 dépend de t. Et on dépend relativement fortement, contrairement à delta RH0 et delta RS0, qui dans l'hypothèse d'un ligame sont des constantes selon t. Je m'arrête là pour ce cours. On continuera dans une autre vidéo.